ces gens-là n'ont pas de reconnaissance, que ce soit de la part des gens des Manus ou autres, des passants dans la rue, ils ont de quoi mourir, c'est vrai. Même si on leur donne du pain et qu'ils ne sentent pas qu'il y a une reconnaissance derrière, l'activité s'en va, l'honneur s'en va, et les personnes sont prêtes à se laisser aller. Je vais vous faire part aussi, puisque finalement, de trois personnes qui ont marqué, qui ont été les points centraux de prise de décision. Le premier, c'est un très bon ami qui faisait partie de cette expédition, qui s'appelle le docteur Rata, qui est actuellement au Tchad, à qui j'avais demandé conseil avant de faire mon service militaire. Il m'a dit, tu ne vas pas aller soigner les maladies vénériennes des soldats à l'hôpital du fort de Vincennes, il faut que tu partes en Afrique. Et à ce moment-là, j'aimais beaucoup en fait la philosophie indienne, etc., comme dans les années 60. Et bien sûr, j'aimais la montagne et j'ai tout de suite découvert qu'il y avait un poste de médecin à Katmandou. J'ai tout fait pour l'avoir, même si je me suis pris extrêmement tard. La deuxième personne, c'est à Katmandou, c'était le représentant de l'OMS, le docteur Chikal, qui avait énormément d'enthousiasme. Il m'a dit, bon, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la médecine? À ce moment-là, je m'orientais vers peut-être la gynécologie, etc. Il m'a dit, laisse tomber tout ça, c'est beaucoup plus passionnant de faire la santé publique. Je vais vous avouer que je n'ai jamais été à un seul cours de santé publique, je n'ai jamais ouvert un livre de santé publique, j'ai passé mon examen de santé publique et j'ai eu 3 sur 20. Et heureusement, ça a été rattrapé par l'anatomie où j'ai eu 18 sur 20, j'étais le 3e, premier en anatomie, je ne sais plus. Mais tout ceci pour vous dire que je ne connaissais pas la santé publique, je l'ai découvert à Katmandou. Et c'était au début du lancement d'une espèce de révolution dans la santé qui s'appelait les soins de santé primaire. Et ce docteur Chikal, qui ensuite va travailler en Somalie, en fait, m'a dit arrête tout ça. Fais de la santé publique et embarque-toi sur cette histoire, cette espèce de révolution des soins de santé primaire. Et la troisième personne, c'est Esther, qui a su me faire prendre conscience que j'étais capable peut-être d'aller plus loin que ce que je faisais et qui m'a dit, toi, tu pourras être le sous-directeur général de l'OMS parce que tu as telle qualité et je ne vois pas qui d'autre peut faire ça. Et je l'en suis gré parce que je ne pourrais même pas essayer d'avoir ce poste-là. Donc, Margaret Chan m'a demandé elle-même de postuler. Je voulais aussi parler de 2 visionnaires qui ont marqué ma détermination et mon engagement. Le premier, c'est Raoul Foggo. Vous ne connaissez pas Raoul Foggo, mais c'était une personne qui s'est beaucoup occupée des lépreux. Et quand j'avais 13 ans, j'ai lu un de ses livres qui était extrêmement enthousiasmant, très révoltant, plein d'injustice. Et c'est au moment de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il avait demandé à chacun des partis de donner un bombardier, en tout cas l'équivalent d'un bombardier, et on aurait totalement éradiqué la polio, la lèpre sur le globe. Et évidemment, personne n'a jamais donné d'argent pour ça et a continué à pousser des bombardiers. Donc tuer les gens, et ça m'avait totalement révolté, comme on peut être révolté à 13 ans. Et je me suis dit, 1, je vais être médecin, 2, je vais travailler en Afrique. Et c'est arrivé. La deuxième personne qui était extrêmement visionnaire, c'était James Chan, qui a lancé cette notion de survie de l'enfant, et sur laquelle en fait j'ai travaillé toute ma vie, qui était une personne extraordinaire, qui m'a inculqué le sens de l'efficacité et de la franchise et de la détermination et le sens aussi des objectifs mesurés. C'était extrêmement important qu'on ait des objectifs mesurés. Un homme extraordinaire qui reste, pour tous les gens qui ont travaillé à l'UNICEF, l'étoile brillante de ces dernières 30 années. Je veux aussi dire que être humanitaire, vous le savez tous, vous travailler dans l'humanitaire, dans le développement, c'est très lié à des sentiments de noblesse, surtout. Servir les autres, ça n'a rien de condescendant, c'est extrêmement... c'est un acte d'humilité et c'est un acte d'homme en même temps, un petit peu comme le médecin finalement, mais encore plus que le médecin.
Et je pense que ça, c'est aussi une des motivations essentielles pour les gens qui travaillent dans ce domaine. Vous avez parlé des succès, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je voulais vous parler de quelques moments d'émotion importants dans la vie, parce que je me suis dit qu'un jour, il fallait que je le dise. Un jour, j'étais dans les rues de Brazzaville, et je vois une femme qui m'arrête pour me demander où se trouvait l'orphelinat X. Et je lui dis, écoutez, j'en sais rien, mais parce que oui, je me renseigne, étant UNICEF, il faudrait quand même que j'aide cette personne. Et elle me dit, en fait, je cherche mon enfant qui a disparu depuis 9 mois, c'est-à-dire depuis le début de la guerre, et je voudrais le retrouver, je voudrais aller dans cet orphelinat pour savoir s'il n'est pas là. Alors évidemment, j'ai tout de suite ouvert la porte, j'ai pris cette Mariam, et je l'ai emmenée dans l'orphelinat. Elle entre dans l'orphelinat et elle regarde un petit peu tous ces enfants qui étaient dans la cour. Et ce qui m'a d'abord extrêmement frappé, elle avait 30 ans, elle était très bien coiffée, Brazzaville était en ruine. Elle avait acheté un boubou tout neuf, elle avait des flip-flops, des tongs toutes neuves, avec des couleurs associées au boubou. Elle était très belle, elle s'était faite très belle. Et elle cherchait avec angoisse, et tout d'un coup, elle a vu son enfant au fond, qui avait à peu près 5 ans, qui était tout maigrichon, en haillons, et elle s'est mise à crier comme une folle, courant. Elle s'est agenouillée, a totalement déchiré son boubou, les genoux ensemble, et l'enfant était là, totalement à gaz. Qui c'est cette femme qui vient là? Il avait vraiment l'air de ne pas réaliser ce qui se passait. La femme pleurait, criait, c'était extrêmement émouvant, j'ai moi-même, bien sûr, pleuré, et je me souviens de toute ma vie de ces moments-là, parce que c'est ce qui fait qu'il y a de la noblesse dans notre boulot. Réunifier des personnes entre elles, c'est probablement les plus bons cadeaux qu'on puisse faire. La deuxième, c'est à Herat, en Afghanistan, où on avait ouvert une école de jeunes filles dans le secondaire. Et à ce moment-là, l'assistante directrice générale, Karine Champou, d'UNICEF, est venue inaugurer cette école. Et on avait, je crois, une cinquantaine de femmes, de jeunes filles, pardon, toutes en uniforme. Et Karine Champou faisait le speech, les filles répondaient, etc. Et moi, je me cachais derrière ma directrice, parce que j'avais des larmes qui coulaient, et je n'arrivais pas à arrêter de pleurer. Parce que c'était tellement merveilleux après l'époque des talibans de voir toutes ces filles qui étaient là, pleines de vie, avec pleines de joie, à répondre à... Et ça, ce sont des gros avantages de notre métier, c'est qu'on donne, mais on reçoit encore beaucoup plus que ce que l'on donne. Je vais aussi parler d'une chose, c'est d'une femme un jour arrivée avec son enfant sur le dos à l'hôpital d'Assidi Diaby au Bangladesh, il y a 20 ans. Et il pose son enfant sur le banc et elle veut s'enregistrer pour entrer dans l'hôpital de choléra. Je vois l'enfant, je commence à examiner l'enfant très brièvement pendant qu'elle fait les papiers. Je m'aperçois que l'enfant est mort. Et alors donc j'ameute un petit peu tout le monde pour essayer de s'occuper de l'enfant. Et le visage de la mère était très bouleversant, parce qu'elle s'est rendue compte à la fois que l'enfant était mort, qu'elle ne s'était pas rendue compte que l'enfant était mort, qu'elle était probablement fautive parce qu'elle avait amené trop tard, qu'il s'était passé des choses qui l'avaient empêché de venir à temps. Et cette espèce de sentiment de culpabilité d'un parent vis-à-vis de son enfant qui avait, je ne sais pas, son enfant qui était très jeune, c'est extrêmement poignant, c'est déroutant, c'est cassant. Et je dis ça parce que je pense que c'est lié à ce qu'on appelle, dans l'éducation du jeune enfant, c'est lié à ce qu'on appelle le sens critique. Elle n'a pas eu la capacité ou les moyens pour pouvoir détecter que son enfant était mort. Parce qu'un enfant mort, ça ne pèse pas de la même façon. Un enfant mort, ça ne se répand pas sur l'épaule de la même façon. Et en fait, UNICEF a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le Childhood Development, des enfants de la petite enfance.
Et la notion d'apprentissage de l'esprit critique est essentielle. Si on n'a pas l'esprit critique, on ne se rend pas compte du danger. On est dans la normalité et tout d'un coup la frontière est là et le danger est persistant et on est en plein dedans et on ne l'aperçoit pas. Et finalement, au Bangladesh, on avait montré que plus une femme est éduquée, moins les enfants meurent. Et je pense que ça, c'est une grande leçon pour les médecins, parce que les médecins, habituellement, ne s'occupent pas trop d'éducation. Il est essentiel d'aller au-delà de l'éducation pour sauver les gens. Alors, pour conclure, monsieur le conseiller, monsieur général et mon cher parrain, je voudrais que si j'avais à refaire ma vie, parce que les enfants parlent d'une deuxième vie, d'une troisième vie, maintenant c'est comme ça qu'on parle, eh bien, je pense qu'on va faire exactement la même chose. Probablement avec des petites modifications, mais j'ai eu énormément de chance de vivre ce que j'ai vu professionnellement. Et à aucun moment de ma vie, je me suis levé, à aucun moment de ma vie professionnelle, aucun jour de ma vie professionnelle, je me suis levé en me disant zut, il faut aller au travail. Jamais, jamais, jamais. Et je suis extrêmement privilégié pour ça. Je pense que c'est simplement dû au fait que les aspirations que j'avais collaient parfaitement avec les objectifs et les ambitions et les visions des organisations, de l'esprit humanitaire, des Nations Unies, dans le sens d'unir les nations. Et ça m'a rendu tout à fait heureux. Je dis aussi à Esther, ma femme, que je la remercie de me soutenir, comme elle a fait jusqu'à maintenant, de croire en moi, de m'inspirer. Je lui demande surtout de ne pas t'arrêter. Il faut que tu sois patient, il faut que tu sois persistante. Et à mes enfants, je me dirais que, bon, ben, oui, j'ai pas d'épée, mais peut-être que la prochaine fois, j'en aurai une. De toute façon, une épée, ça sert soit à se défendre, soit à tuer, donc c'est pas tout à fait ce qu'il me faut aujourd'hui. Je vais tous vous remercier ce soir d'être venus. Je pense qu'on a fait un métier formidable. Et il faut savoir le savourer. Je vous remercie tous. Merci. Merci beaucoup pour cette introspection, pour cette rétrospective. Et je dois dire que j'avais le privilège de regarder et d'observer les réactions que le déroulé de ces différentes étapes de votre vie pouvait susciter sur le visage de votre mère,